Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur IHT pour poursuivre notre dernier débat consacré à l'élection territoriale dont le second tour aura lieu dimanche prochain. Alors ce soir sur ce plateau se retrouvent les 4 leaders des listes qualifiés pour ce deuxième tour. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir fait le déplacement pour cette ultime confrontation. Je vous présenterai brièvement en rappelant vos scores respectifs en commençant par vous. Gilles Simeoni pour la liste Peagursiga, vous avez obtenu 45,3% des suffrages, suivi de Jean-Martin Mondologne avec Ashta Dilaben et 14,9%. Valérie Bauze est troisième avec la liste voire plus grand et un score de 12,7%. Et enfin Jean-Charles Orsucci de la liste Anda Pedoman qui obtient 11,2%. Alors après ce bref rappel, nous allons entamer notre débat avec un premier tour de table. 72 heures après le vote, après avoir détaillé, j'imagine, l'ensemble des résultats, quelle analyse est-ce que vous faites de ce scrutin de façon globale et plus spécifiquement concernant votre famille politique? Jean-Martin Mondologne. D'abord rappeler que le peuple a toujours raison et qu'on ne peut pas lui reprocher, puisqu'il a raison, de ne pas s'être déplacé dimanche dernier, et ça doit nous interpeller collectivement, au-delà de nos familles respectives, de notre incapacité collective à répondre aux vraies préoccupations des gens. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit très tôt dans cette campagne qu'il fallait sortir de l'incantation pour rentrer dans l'action, qu'il fallait sortir de ce que j'appelle une mandature, sinon volontariste, en tout cas très passive en termes de résultats, pour essayer de créer les conditions pour changer la vie des gens. Vous savez, j'étais dans les quartiers sud de Bastia et j'ai encore en mémoire les propos de cette dame qui, avec 5 enfants, et qui dormait dans une voiture. Et j'ai senti à ce moment-là l'impuissance qui est celle du candidat face à ce désarroi, à cette inquiétude. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, nous aurons l'occasion de le commenter, c'est la forte poussée des nationalistes, qu'il n'est pas question évidemment de nier et qui doit appeler un certain nombre de réponses. J'aurais conclu sur ce préambule en disant que le résultat m'interpelle surtout en termes démocratiques quant à l'absence de certains candidats, de certaines formations politiques. Je ne suis pas convaincu que pour la démocratie, ce soit une bonne chose, que les communistes, la voix des communistes puisse manquer, que celle du Front National puisse manquer, que celle de Corinne Front puisse manquer. Je crois qu'il y a d'une certaine façon un recul démocratique qui est dû à la fois au mode de scrutin et à la perspective d'une collectivité unique dont j'espère qu'elle ne verra pas à la tyrannie de la pensée unique. Alors c'est la première fois qu'on a un tel rapport de force à l'occasion d'une élection territoriale. Comment est-ce que vous l'expliquez, Jean-Charles Orsucci? Écoutez, des choses viennent d'être dites, je crois qu'on peut les reprendre à notre compte. Effectivement, il y a ce fort taux d'abstention qui doit nous interpeller les uns les autres. On peut d'ailleurs avoir des avis divergents sur le sujet. Après, il y a aujourd'hui un phénomène. C'est vrai que moi, j'étais le premier à dire que jamais une liste partant unie au premier tour n'avait la capacité à le faire. Ce sera le cas dans la prochaine mandature. Gilles Simeoni a réussi ce tour de force de réunir autour de lui une seule entité et de frapper très fort dimanche dernier. Il nous appartient, à nous, et je dirais à la famille politique à laquelle j'appartiens et qui a commencé pour la première fois au niveau territorial à cette élection. Donc il était d'ailleurs difficile de pouvoir quantifier quelle était son audience. Aujourd'hui, nous le savons. On peut aujourd'hui aussi se poser des questions sur l'avenir et de se dire que il faut quand même que la future collectivité territoriale de Corse soit représentative d'un certain nombre de courants d'idées. Je partage le sentiment qui consiste à dire que l'absence du Parti communiste, l'absence de Corinne Front est préjudiciable à notre Assemblée et qu'il faudra que ces sensibilités-là, d'une manière ou d'une autre, soient audibles au sein de cet hémicycle. Et nous, Anda Pedoman, nous espérons pouvoir notamment sur la fibre sociale, sur cet élément indiscutable et incontournable pour pouvoir lutter efficacement contre la précarité, puisse être présente dans cet hémicycle à partir du 10 décembre. Gilles Simeoni, c'est un score d'une ampleur qui vous a surpris? Ou vous y attendez? Nous avions compris qu'il y avait une adhésion et une implication majeure de tous les Corses, et y compris de femmes et d'hommes que nous n'avions pas l'habitude de voir dans nos réunions. Je rappelle que nous avons tenu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de réunions dans tous les villages et dans tous les territoires de l'île. Donc on sentait que, à la fois sur le temps long, le travail de fond qui a été fait depuis des décennies par des générations de femmes et d'hommes, et sur un temps plus court, celui que nous avons mené depuis 2 ans, y compris de façon très concrète pour répondre aux besoins des gens dans tous les domaines du quotidien, on sentait que ce travail allait payer. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'on ne pouvait pas prévoir l'ampleur de ce raz-de-marée démocratique, mais je rappelle quand même que cette élection se joue en 2 tours. Le premier tour a été, c'est vrai, extrêmement fort. En ce qui nous concerne, nous allons continuer pendant toute la semaine à aller devant les Corses
avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec la détermination qui est la nôtre pour la Corse et au service de la Corse et de l'intérêt général, avec la force de nos convictions, de notre idéal, et pour dire aussi que notre responsabilité, si les Corses choisissent de confirmer, et nous l'espérons, d'amplifier le choix du premier tour, ça sera d'être les élus de celles et ceux qui nous ont fait confiance, mais aussi les élus de tous les autres, parce que effectivement, je crois que sur beaucoup de points, notre devoir sera de trouver des points d'équilibre qui permettront à l'ensemble des forces vives, au-delà de la future majorité territoriale, qu'il s'agisse de l'opposition au sein de l'Assemblée, qu'il s'agisse des élus locaux, notamment des maires, des présidents d'intercommunalités, qu'il s'agisse des acteurs économiques, socioculturels ou encore des forces politiques qui ne seront pas représentées au sein de l'Assemblée. Je crois que notre devoir et notre responsabilité sont de créer les conditions politiques pour que, aussi souvent que possible, nous puissions travailler tous ensemble au service de la Corse. Valérie Bozzi, vous réalisez un très bon score en Corse du Sud et moitié moins en Haute-Corse. Comment vous analysez on a dit qu'une liste qui était très ajaxienne, visiblement une certaine confirmation à travers ce score, non ? La liste était assez équilibrée dans sa représentation géographique, puisque dans les 10 premiers, nous étions 5 et 5. Évidemment, mon implantation sudiste y fait certainement pour beaucoup, mais le numéro 2 était en Haute-Corse. Pour ma part, le résultat dans l'ensemble de l'île est plutôt en cohérence avec les attentes. Aujourd'hui, bien sûr, je salue le résultat de M. Simeone, mais on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de cette très forte abstention, et surtout dans une région comme la Corse qui était, rappelons-le, l'une des régions les plus politisées et où le vote était très important. Aujourd'hui, on se rend compte que depuis 2004, d'échéance et d'élection en élection, la participation baisse. Il y a un rejet de la politique d'une manière générale. Je crois que nous, en tout cas mon parti se trouve à une croisée des chemins, qu'il y a une reconstruction à faire et que cette élection doit être le début et le début du changement. Le début pour faire de la politique autrement. Je crois que c'est une grande attente des Corses. Alors, les nationalistes ont su, M. Simeone a su mobiliser son électorat et une grande partie des Corses n'ont pas été votés. Je crois que c'est un échec collectif. Nous n'avons pas su mobiliser sur cette élection. Peut-être que le débat de fond n'a pas pris. Peut-être que cette collectivité unique aussi est tellement abstraite que les électeurs n'ont pas été attentifs et n'ont pas fait part de leur volonté pour cette collectivité. On vote beaucoup plus pour le maire, le conseiller départemental, et puis la collectivité unique, c'est trop abstrait. On n'a pas expliqué concrètement ce que c'était l'enjeu pour l'avenir de la Corse. C'est certainement l'élection la plus importante que la Corse n'ait jamais connue. Donc je crois que ça, c'est un échec collectif qu'il faudrait arriver à corriger pour ce second tour. Il faut évidemment que les Corses se définissent, les 50% qui n'ont pas été votés, qu'ils aillent voter dimanche. Alors cette fois-ci, contrairement à la précédente, il n'y a eu aucune fusion, aucune alliance au deuxième tour. Jean-Charles Orsuch, avec la France Insoumise, qui est la liste de gauche, vous n'avez pas envisagé de discussion, jamais, à aucun moment, même avant le premier tour? Je crois, non, avant le premier tour, sûrement pas. D'ailleurs, nous avions acté aucune alliance avec personne, je tiens à le répéter ici. Nous avions dit, et nous disons encore, que nous serions les mêmes au premier, au deuxième et au troisième tour, sur deux choses qui sont primordiales lorsque l'on fait de la politique, à savoir notre programme que nous souhaitons mettre en œuvre, où on sera au moins vigilant pour que les idées de notre programme soient entendues au sein de l'hémicycle. Mais nous n'avons pas entamé de discussion non plus avec la France Insoumise, tout simplement parce que vous avez entendu, comme moi, Jacques Casamart avoir une position très claire, et que je respecte, de dire que s'il n'avait pas la chance de pouvoir passer la barre des 7%, il n'irait avec personne d'autre. Donc ce message a bien sûr été entendu. Nous disons aujourd'hui que cette dimension sociale-là, nous sommes aujourd'hui sur l'échiquier qui reste en présence les plus à gauche pour défendre l'idéal de gauche. C'est une évidence, et les valeurs qu'il incarne. Ensuite, on avait dit aussi, puisque vous faites allusion aux alliances, j'aime bien revenir sur cet historique-là, que moi j'avais pris acte que la majorité territoriale sortante, notamment à travers les propos de Jean-Guy Talamone et de Jean-Christophe Angeli,
Angeline, jamais contredit par Gilles Siméon, avait décidé de se refermer sur elle-même. Ceux qui intégreraient cette majorité seraient nationalistes, nous n'en sommes pas. Et les discussions qui auraient pu avoir lieu avec d'autres composantes qui sont aujourd'hui représentées étaient peut-être du domaine du possible. En tout cas, nous avions des difficultés majeures à surmonter. Nous avons, avec Valérie Beaude, avec Jean Martin, sûrement des appréciations différentes sur la question du PADUC. Nous avons peut-être avec Jean Martin et Valérie des divergences sur le côté laïque que doit avoir la Corse dans les années à venir. Je suis là-dessus très attaché à la laïcité de la Corse. Je ne suis pas dans la dimension chrétienne de la Corse, même si on peut avoir chacun personnellement un avis sur le sujet. Donc il y avait des divergences, il y avait des personnes avec qui j'ai été en combat politique depuis très longtemps. Nul n'ignore la rivalité que nous pouvons avoir pour quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Camille de Rocasser, mais des divergences majeures sur sa vision politique, sur sa vision économique. Donc tout ça, c'était sûrement des écueils très difficiles que nous aurions eu à surmonter. En tout cas, nous avons dit avant le premier tour, et nous le disons encore au moment de ce deuxième, et en annonçant très clairement ce qui va se passer au troisième, que nous resterons fidèles à notre programme et à nos valeurs. Gilles Siméon, vous, en revanche, vous aviez la possibilité de fusionner avec Laïs de Runault. Vous avez expliqué que ce n'était pas possible. Il y avait des accords profonds. Il n'y a pas eu de communiqué de Renault à ce jour appelant à voter pour vous. Nous sommes mercredi. Non, mais on verra ce que sera la position de la liste Corim Front. Et ceci étant, de leur côté, il avait été dit clairement avant le premier tour qu'au-dessus de 7%, ils se maintiendraient, ce qui pouvait ou aurait pu représenter un risque si nous avions été dans une configuration différente au deuxième tour, mais toujours est-il, nous avions respecté ce choix. De la même façon, à la veille du premier tour, ils avaient dit qu'entre 5 et 7, eh bien, il n'y aurait pas de possibilité de fusion, dont acte. C'est vrai que ça aurait été difficile. Ceci étant, moi, comme je m'y étais engagé, j'ai pris attache avec Jean-Baptiste Arène, avec Paul-Félix Benedetti. Je leur ai dit que nous avions vocation à travailler ensemble, aussi bien Péragours que Corim Front, à une convergence stratégique, à notre avis, autour de la ligne qui a été massivement validée au premier tour par les Corses, dans le respect des identités de chacun. C'est un travail que nous avons devant nous dans les semaines et dans les mois à venir, mais je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Pour le reste, je regrette aussi qu'un certain nombre de listes, et notamment bien sûr celle de Corim Front, n'ait pas pu passer l'écueil du deuxième tour. Donc il nous appartiendra de continuer à avoir des relations politiques avec l'ensemble de ces femmes et de ces hommes. Pour le reste, moi je sais que j'avais entendu avant le premier tour que la perspective d'un rapprochement entre Jean-Martin Mandolone, Valérie Baudy et Jean-Charles Orsucci était clairement actée, nonobstant les oppositions fortes et à mon avis fondamentales qui existent entre les trois listes, en tout cas entre deux d'entre elles et la troisième. Je note que grâce au résultat du premier tour, ce rapprochement a été aujourd'hui abandonné. J'en déduis aussi que le risque majeur qui avait été évoqué par eux pour justifier ce rapprochement n'existait pas. Et tous les Corses savent bien qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui d'un glissement mécanique vers l'indépendance, que nous ne sommes pas dans une logique de rupture, que nous sommes dans une logique de construction. Si vous aviez cru, y compris aujourd'hui, qu'un risque quelconque existait, vous vous seriez rapprochés. Aujourd'hui, vous ne vous rapprochez pas parce que vous deviez vous rapprocher uniquement pour essayer de gagner contre nous. Vous voyez que vous ne pouvez pas gagner. Chacun reprend sa place et il n'y a pas de risque pour les Corses et j'allais dire, j'en suis heureux. Valérie Baudy, alors je ne comprends pas, à droite, vous n'avez pas une différence fondamentale du point de vue du programme avec Jean-Martin Mandolone et pas d'union. Pourquoi ? J'ai juste une question par rapport à ce qui vient d'être dit. Là. Alors, pour rassurer les 77% de personnes, de Corses qui n'ont pas voté nationaliste, donc vous confirmez que vous êtes attachés à vivre en France et que la France est le pays des droits de l'homme et que vous respectez les valeurs de la France. Donc, si j'ai bien compris. Madame, je ne crois pas avoir ne m'être jamais écarté des valeurs. Parce qu'il y a quand même 77% de personnes qui s'inquiètent là-dessus aussi. Des valeurs universelles de démocratie, de tolérance, de respect des gens. Je crois que j'essaie de les faire vivre au quotidien. Nous avons dit et répété, mais êtes-vous prêts à l'entendre, que ce qui est en débat aujourd'hui, ce n'est absolument pas une rupture avec la France. Ce qui a été validé par 45% des votants au premier tour, c'est une dynamique d'ensemble, à la fois
la volonté de continuer dans le domaine de l'éducation, de l'économie, de rupture. Mais est-ce que c'est une volonté de s'y inscrire pleinement? Moi, c'est celle-là la question que je me pose. Est-ce que c'est la volonté de s'y inscrire pleinement dans la République? Et donc là, c'est un élément important. C'est-à-dire ne pas avoir de volonté de rupture, c'est bien, mais de vouloir jouer, je dirais, l'adhésion totale, l'intégration, le partage des valeurs de la République, d'égalité, de fraternité, de solidarité, c'est important. Cette solidarité nationale dont nous avons tant besoin, et tu le sais, c'est ça qui est important. Ceux qui ont aujourd'hui à donner des gages par rapport au respect des valeurs revendiquées par la République, c'est-à-dire le partage, le respect, la solidarité, ne sont pas les nationalistes corses. C'est l'État qui doit les donner. Nous, en ce qui nous concerne, on est clair. Sur notre liste, il y a des indépendantistes, vous le savez. Notre objectif institutionnel, c'est l'autonomie de plein droit et de plein exercice, avec un pouvoir législatif qui existe ailleurs en Europe et qui existe y compris dans l'ordre constitutionnel français. Et j'allais dire, par définition, lorsqu'on est sur un statut d'autonomie, on continue à avoir l'appartenance à l'État, puisque les compétences régaliennes sont exercées par l'État. Ensuite, avançons ensemble, construisons dans les domaines du quotidien, construisons dans le domaine institutionnel, ne diabolisons plus, parce que nous sommes aujourd'hui fondamentalement sur une trajectoire qui est une trajectoire d'apaisement. Non, vous rêvez pas, Jean-Martin. On croit rêver. C'est vous qui nous dites qu'il ne faut pas diaboliser. Il y a une semaine sur ce plateau. Vous n'en finissiez plus de nous parler de Front républicain. Vous avez en face 3 formations qui ne sont pas unies pour des raisons stratégiques et liées aux résultats, je vous le concède, mais il n'y a pas eu de Front républicain parce que, il n'y avait pas de menace à la République. Mais il va falloir entendre, Gilles, c'est vous qui avez parlé en face de vos propositions, si vous voulez bien écouter, entendre des gens qui pensent différemment de vous. Vous engagez un processus et il faut que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il s'agisse d'un processus irréversible. C'est presque biologique, votre histoire. Vous êtes en train de nous planter la graine de l'autonomie. Mais la graine de l'autonomie conduira à un arbrisseau, si vous voulez bien l'entendre. Après la métaphore du paquebot, oui, je prends la métaphore de la graine que vous plantez. Cet arbrisseau s'appelle l'autodétermination. L'autodétermination, cet arbrisseau, va produire des fruits. Ces fruits, ce sont l'indépendance et le péché originel. Ne viendra pas de ceux qui ont croqué le fruit, mais de ceux qui ont planté la graine. Il faut assumer que vous engagez la Corse dans un processus, à petits pas, de façon feutrée. Mais il faut l'assumer. Il faut assumer en même temps qu'il y ait des gens, Gilles, qui pensent différemment. Non, il n'en s'achètera, donc chez Olimo Mikanda. Alors, après vous parlez d'alliance, de front contre nature. Vous n'avez pas cessé de nous diaboliser et ce soir, vous venez nous expliquer, d'accord, que c'est vous qui vous sentez diabolisé. Alors qu'en mars 2014, vous ne vous êtes pas gêné pour créer une union stratégique avec l'UMP de Jean-François Copé, avec le Parti socialiste de Manuel Valls. Est-ce que vous pourriez interdire à des gens de s'unir, de se comprendre autour d'une ligne stratégique qu'ils ne partagent pas? Il faut entendre désormais que vous allez avoir affaire à une opposition qui ne sera pas accommodante, à une opposition constructive, à une opposition qui sera construire la Corse avec vous tant que nous serons d'accord sur des politiques sectorielles, mais à une opposition déterminée sur l'essentiel. Nous ne partageons pas la ligne politique dans laquelle vous voulez aventurer des Corses, quand bien même 45% de ceux qui se sont déplacés vous ont donné des gages. Donc, il n'y a pas d'aventure. Vous avez dit, vous avez planté la graine de l'autonomie, c'est extrêmement dangereux. Le débat sur l'autonomie, il est dans la vie publique. Je dis que la graine produira des fruits. Ces fruits, ce sont des dépenses. Et vous le savez bien, Gilles, à plusieurs reprises, vous êtes publiquement... Ce n'était pas vous qui vous exprimez. C'est Jean-Guy Talamone. Il s'explique au nom des 7% qu'il représentait en 2015 ou désormais au nom des 45% que le corps électoral vous a offert dimanche soir. Il faut le dire, tout simplement. Une fois que les choses seront dites, qu'elles seront posées, nous pourrons nous entendre, en effet, sur des politiques sectorielles. On est tous là pour faire réussir la Corse. Et sortez de ce débat un peu manichéen, selon lequel on serait d'un côté des gens parés de tous les vices qui veulent faire échouer la Corse en refaisant renaître le clanisme. D'ailleurs, j'observe que les résultats n'ont pas fait l'objet d'un commentaire quel qu'il soit, ni sur le clanisme, ni sur la fraude. Autrement dit, quand vous gagnez, c'est tout bénef. Quand les autres gagnent, il y a toujours un soupçon. Sortons de ces débats manichéens. Si vous voulez construire une démocratie moderne, c'est d'abord accepter de sortir de la pensée unique et accepter qu'une opposition pense différemment de vous et qu'elle ne souhaite pas se laisser entraîner à son corps défendant avec des astuces, avec des incantations, avec le niveau de séduction de l'opinion qui est le vôtre et que je vous concède, elle ne se laissera pas entraîner. Alors, il y a 45% de Corses qui ont voté pour une vision... Un quart du corps électoral, tout à fait, je vous concède. Martin, les abstentionnistes
m'intéresse à moi aussi parce que le message qu'ils envoient est un message de désintérêt par rapport à une élection. Donc nous avons tous notre part de chemin à faire pour aller les convaincre et pour leur expliquer qu'à travers leur bulletin de vote, ils peuvent faire évoluer profondément cette société. En tout cas, j'espère qu'ils le feront en votant Péragours, et à mon avis, dans un sens de progrès. Mais ceci étant, je vous rappelle quand même que, en ce qui concerne Péragours, nous avons progressé de 20 000 voix entre 2015 et 2017 au premier tour, et que nous avons augmenté de 2 000 voix par rapport à notre score de 2017. Donc ça veut dire que s'il y a des gens avec tous ces passagers, où emmenez-vous ce paquebot? Quelle est la destination finale? La question n'est pas de savoir quel est le nombre de passagers. On a compris que vous embarquez de plus en plus de passagers dans ce voyage. Où les emmenez-vous? Non, mais ce qui est troublant, c'est que Jean-Guy Talamone a été absent pendant toute votre campagne et que le soir du premier tour, il réapparaît très fortement pour faire une annonce l'indépendance. Donc c'est assez... Non, il n'y a pas eu d'annonce. Il y a une volonté, la même chose, on n'a pas regardé les mêmes émissions. Non, vous n'êtes pas d'accord. Écoutez, si, il y a eu une annonce. Les choses sont claires. Jean-Guy Talamone est indépendantiste. Aujourd'hui, ce courant est minoritaire au sein de Péragours. Comment vous l'identifiez? Comment vous savez qu'il est minoritaire? Il ne s'est pas présenté aux élections. Est-ce que je peux parler? Oui, mais comment vous identifiez? Expliquez aux observateurs qui, ce soir, sont très curieux de savoir comment vous pouvez expliquer, comment vous pouvez affirmer que les indépendantistes sont minoritaires. En vertu de quel résultat? La composition de la liste, Jean-Martin, démontre déjà que la Donc part vous êtes sur les résultats de 2015. Mais Jean-Martin... Il y a eu une élection entre-temps. Puis-je faire 3 phrases sans que vous me le coupiez? On va essayer. S'il vous plaît. Donc, les choses sont claires. Aujourd'hui, il y a des indépendantistes qui sont également inscrits dans une action qui est uniquement démocratique, je vous le rappelle, et qui disent... Mais ne faites pas en cassaille. Ne faites pas. Vous savez que la paix, ça a été un long chemin. Vous savez que les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est que ces formules qui consistent à dire que vous allez enraciner la paix? Vous oubliez qu'avant d'enraciner la paix, il a fallu que des gens rendent le terreau fertile. Des gens qui se sont pas convertis il y a quelques années à la non-violence. Des gens qui ont payé dans leur chair le fait de s'opposer à la violence. Donc arrêtez de vous ériger en censeur et de considérer que la paix est l'apanage de votre formation. Si Jean-Martin et Gilles veulent nous laisser le mot. J'essaye de parler, je suis systématiquement coupé, c'est difficile. C'est pas ma faute. Moi, je dis que je suis un homme de paix, que nous avons à être tous des artisans de la paix, et je me réjouis. Je passe mon tour et je le reprendrai tout à l'heure. Mais moi, ça me permet juste de rebondir pour dire que plutôt qu'on parle à ma place, je veux juste rassurer à la fois Gilles en lui disant que je vais insister quand même. Nous avions vocation à être les mêmes avant le premier, pendant le deuxième et au troisième. Et toujours avec une feuille de route. Et je vais le rassurer, ma feuille de route, elle m'a été confiée, entre guillemets, sur un superbe discours de Fouriane qui annonçait que la France, qui est indivisible, doit prendre en considération ses territoires les plus fragiles, qu'elle doit prendre en considération les territoires qui ont une force d'identité comme le nôtre, et qu'ensemble, nous avons vocation à faire une co-construction pour trouver les solutions. Celui qui est aujourd'hui président de la République a dit « Nous devons faire un diagnostic avec toutes les forces politiques que nous représentons aujourd'hui, et même au-delà d'ailleurs de la future Assemblée de Corse, nous devons partager un diagnostic et ensemble essayer de trouver des voies consensuelles pour répondre aux problèmes des Corses. » Et là encore, ça a été ma feuille de route depuis le début. Je le dis, même si je ne fais pas justement, pour moi, la question de l'autonomie des institutions sont des questions importantes, mais la priorité aujourd'hui des Corses, et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a ce fort taux d'abstention, c'est de répondre aux questions concernant le logement, concernant l'emploi, c'est fondamental. L'emploi, parce que qui dit emploi dit lutte efficace contre la précarité. C'est ces réponses-là que nous devons apporter aux Corses, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est des réponses sectorielles, c'est des réponses institutionnelles. Moi, d'ailleurs, je le disais pendant le premier tour, il n'y a pas d'un côté les institutions et de l'autre côté les politiques sectorielles. Les deux vont ensemble. Et c'est ensemble que nous devons trouver, c'est vrai, sur un large consensus, parce qu'à Paris, il faut se lier, et nous le savons depuis toujours, j'ai toujours eu le même discours sur le sujet, quel que soit le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Nous ici, il faut une majorité souvent la plus large pour arracher notre juste part. Et c'est là-dessus que nous devons travailler aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je dis que l'absence du Parti communiste et des Insoumis, et je dirais l'absence d'une forte entité de gauche, aujourd'hui, nous devons prendre le relais pour qu'elle soit entendue et pour que la question du logement social, la question de la précarité soit au cœur de nos futures politiques publiques. Alors, je vais le redire une fois encore, et j'espère ne plus avoir à le faire, et que vous l'aurez entendu, les 45% de Corses qui ont voté pour la liste Péragours, qui regroupe des autonomistes, des indépendantistes et des gens d'ailleurs qui sont aussi des gens d'ouverture, ont voté au plan institutionnel pour une revendication qui est claire, un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
nous sommes préoccupés aussi et nous avons la volonté d'avancer vite et bien sur les domaines du concret et nous allons en parler. Et nous avons commencé à le faire, nous allons continuer. Troisièmement, si on prend un peu de recul par rapport à cette élection, il y a quand même une question corse, une question politique qui depuis 50 ans est posée dans des termes conflictuels au sein de la société corse et dans le rapport avec l'État. Nous disons qu'il faut tourner définitivement la page de cette logique de conflit et être dans une logique d'apaisement. Il ne faut pas parler de pays amis, Gilles. Interne à la société corse et dans une logique de construction positive avec l'État et avec la République. Et nous disons qu'aujourd'hui, comme jamais auparavant, les conditions sont réunies pour que cela s'accomplisse. Et nous disons que cela passe aussi par une discussion entre l'État et la Corse. Sans nourrir de posture de défiance. Pas seulement entre l'État et la majorité actuelle, territoriale nationaliste, pas seulement entre l'État et les nationalistes et la future majorité, entre l'État et la Corse. Nous disons aussi, et vous l'aviez dit avec nous, et j'espère que vous le redirez, qu'il y a des demandes fortes, par exemple celle de la co-officialité, mais aussi, et pour aller à l'essentiel, la question des prisonniers politiques, avec au moins quelque chose que nous serons tous d'accord, je l'espère et je le pense, je vous le dis sincèrement, pour demander tout de suite le rapprochement des prisonniers politiques. Le droit à l'application. L'application du droit, y compris les 3 personnes qui ont été condamnées à perpétuité et qui sont toujours détenues dans le cadre de l'affaire Erignac. Mais vous savez qu'il y a un blocage. Si nous le demandons ensemble, nous allons lever un certain nombre de blocages importants et nous allons pouvoir avancer très sereinement sur tout le reste. Demandons cela au moins ensemble. Faisons-le ensemble. Quelle la majorité de l'opposition et obtenons-le. Parce que vous savez très bien... Ne faites pas de vos priorités les priorités des autres. Mais c'est une priorité, y compris... Ne faites pas de vos priorités les priorités des autres. Vous êtes dans une fuite en avant. La collectivité unique n'a pas encore été réalisée, que vous voulez déjà passer sur une nouvelle réforme institutionnelle. Ça va entraîner une instabilité en Corse comme jamais on a connu ça. Aujourd'hui, vous avez un enjeu, c'est réussir cette collectivité unique. Il faudra la réussir. Et j'espère ne pas passer du temps encore, perdre du temps sur une nouvelle évolution institutionnelle. D'abord, réussissons cette collectivité. Valérie, je vous fais le crédit de la bonne foi. Je serai vigilante sur ça. Vous pouvez l'être et c'est normal que vous le soyez. Simplement, je vous rappelle qu'en amont, lors de la préparation, certains de vos colistiers n'ont pas été des partenaires très impliqués dans la construction de la nouvelle collectivité de Corse. Ils ont dénoncé des choses qui se sont avérées vraies. Les colistiers l'ont été tout à fait. Ils ont dénoncé une collectivité unique réalisée dans la précipitation, sans moyens supplémentaires. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont dénoncé cela et vous l'avez reconnu vous-même et vos députés l'ont reconnu également. Lorsque l'ancien président, le président actuel du conseil départemental de A, interdisait à ses fonctionnaires de participer au groupe de travail, il faisait un peu plus que de dénoncer des dysfonctionnements. Mais ceci étant, regardons devant. Nous avons la collectivité de Corse qui va naître le 2 des compétences le 1er janvier qu'aucune autre 2018. région n'a. À réussir, il faut que nous réussissions ensemble. Le travail des élus et le travail avec les agents et les fonctionnaires qui doivent continuer d'être pleinement impliqués dans cette construction. Nous devons la faire et la réussir aussi avec les territoires, et nous en sommes d'accord, avec les élus, y compris les courants politiques qui ne seront pas représentés dans la future Assemblée. Nous sommes d'accord pour dire que nous devons travailler de façon étroite à des projets de territoire, à la territorialisation des projets, à la contractualisation avec des contrats d'objectifs, à rapprocher la future collectivité de Corse, notamment des territoires qui se sont sentis souvent délaissés ou abandonnés. Nous proposons una casa territoriale in tutti i regioni pour que les élus, les chefs d'entreprise, Gilles, pardon, vous allez être les acteurs très probablement d'une majorité dimanche. Vous allez être aux affaires. Est-ce qu'on pourrait sortir de ces incantations? Parce que lorsqu'on vous laisse vous exprimer, vous avez, à la faveur d'un talent oratoire, cette espèce de gouroutisation des esprits qui fait qu'à la fin des fins, dans une entreprise de séduction, on ne sait plus où on va. Nous, tout ce qu'on vous demande, Gilles, c'est 2 choses. C'est d'accepter que nous ne partageons pas la ligne politique qui est la vôtre. Ça ne fait pas de nous, comme je l'ai entendu de façon, je le dis, très insultante, des anti-corses, et même pas des antinationalistes. Je ne vous ai jamais traité d'anti-corse. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres, je le dis très clairement, nous sommes dépositaires des mêmes valeurs humanistes pour ce qui nous concerne, chrétiennes, et je n'entends pas, sur ce sujet, recevoir de leçons de quelconque. Quel type d'opposition allez-vous mener, Jean-Martin Mondol? Vous avez dit que vous ferez bloc contre bloc. Pour le reste, j'y viens. Moi, ce que je souhaite, indépendamment de la ligne politique que nous n'aurons pas en partage, ni au début, ni au fin de la mandature, et c'est la vie de la démocratie. Vous vous construisez, votre identité se construit dans l'altérité, dans nos différences. Il va falloir l'accepter. La deuxième chose, sur les politiques sectorielles, est-ce que les uns les autres vont faire réussir la Corse? Mais bien sûr. Est-ce que, indépendamment des incantations et du plan de lutte contre la précarité, on va faire en sorte qu'à la fin de la mandature, il y ait moins de pauvres qu'il n'y en a aujourd'hui?
Et parce qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus qu'il y en avait il y a 2 ans, vous le savez bien. Est-ce qu'on veut ensemble réussir une politique des déchets, basée évidemment sur le sens de l'histoire, qui consiste à rentrer dans des logiques de développement durable, et qui ne consiste pas en faisant des incantations et en s'exprimant de façon dogmatique, voire parfois doctrinaire, voire même sectaire, en nous expliquant qu'on va trier. Vous savez très bien que s'il n'y avait pas eu de surtri, nous n'atteignions pas ensemble l'objectif que nous étions fixés. Vous savez très bien que vous avez 50 000 tonnes de déchets à gérer dès les premiers jours de votre prise de fonction. Pour répondre à la question de Jean Vitus, mais quelle opposition? D'abord, c'est une opposition évidemment constructive. On n'est pas là pour... Ça a l'air pour l'instant. On n'est pas là pour essayer de créer les conditions d'un blocage. Ce qui n'a pas toujours été le cas de celles et ceux que vous représentiez quand vous étiez dans la majorité. Je fais référence aux années 2004. 2004-2010. Vous n'avez pas été toujours si constructif que ça. On a bloqué le comme nous l'avons fait de façon intelligente pour ne pas bloquer les affaires de la Corse au vote des budgets. Vous n'avez pas toujours été à nos côtés lorsqu'il s'agissait. Je le rappelle, parce que lorsque vous évoquez le passé, vous ne suggérez que ce qu'il y avait de passif. Vous oubliez quand même qu'il fut un temps où nous investissions 350 millions d'euros par an. Vous oubliez qu'il y a eu des routes, vous oubliez qu'il y a eu des crues, vous oubliez qu'il y a eu des ponts, vous oubliez qu'il y a eu des bâtiments qui se sont érigés, des lycées, des collèges, des cinémathèques. Il n'y a pas eu le début de commencement d'œuvres de ce type depuis 2 ans. Il y a eu des feuilles de route. Et il y a eu, je le dis, sur 2 sujets qui nous sont majeurs, qui sont la précarité et les déchets, des incantations. Et tout ce qu'on souhaite ensemble, et nous vous accompagnerons là-dessus, de façon très vigilante, c'est que derrière les paroles, nous en arrivions aux actes pour qu'enfin, au prochain scrutin, un peu plus de la moitié des gens viennent se déplacer, pas seulement parce qu'ils croient en vous de façon majoritaire, mais parce qu'ils continuent à croire de nouveau en la politique. Jean-Charles Orsucci, vous craignez, avec un score important des nationalistes, une dérive antidémocratique? Je ne peux pas suspecter Gilles Simeone, que je connais depuis très longtemps, de ne pas être un démocrate et un humaniste. Et ça, c'est déjà 2 points fondamentaux. Après, est-ce que je pense qu'aujourd'hui, pour la démocratie, il faut éviter tout phénomène, je dirais, de majorité trop importante qui peut avoir des tentations hégémoniques? Je vous dirais oui. S'il faut vous dire qu'aujourd'hui, je souhaite que dans cette Assemblée territoriale, il y ait une diversité politique qui soit fortement représentée. Nous avons ici les nationalistes, la droite. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, je rappelle, a 2 pieds, un de gauche et un de droite. Et donc, il faut que la gauche soit représentée au sein de cet hémicycle. Et je pense pouvoir le faire, même si, évidemment, Gilles revendiquera aussi des soutiens de ce type. Mais j'ai envie de vous dire, pour réussir, Jean Vitus, et je le dis à Gilles Simeone aussi, c'est un point important que j'ai pas assez développé tout à l'heure, c'est qu'il faut une véritable confiance avec l'État. Et je prends un exemple, les déclarations de Christophe Castaner concernant les résultats du premier tour sont encourageants de ce côté-là. Vos collègues m'interpellaient sur le fait qu'il se soit félicité du score de Gilles Simeone. C'est un démocrate qui prend acte qu'une grande majorité des Corses et fait un choix, et il faut en tenir compte. Le phénomène que nous ayons une réaction immédiate de la République en marche et du gouvernement est aussi un signe fort. Par le passé, que ce soit sur des gouvernements de droite ou de gauche, on a hésité à se positionner. C'est, en tout cas, du côté du gouvernement, je sens aujourd'hui la volonté d'être efficace. La défiance, j'insiste, parce que effectivement, ces grandes majorités, avec des courants forts, et un courant qui n'est pas celui de Gilles Simeone, mais un courant indépendantiste. Et je rejoins Valérie lorsqu'elle dit que le soir même, Jean-Guy Talamone, dont on connaît le fil, insiste fortement sur l'indépendance. Il nous dit des indépendantistes qui deviennent autonomiste, ça n'existe pas, mais on peut espérer que Gilles Simeone, qui est autonomiste aujourd'hui, sera indépendantiste demain. C'est normal qu'un indépendantiste se dise, je vais essayer de convaincre des gens qui ne partagent pas mes idées. Mais j'espère aussi que vous serez vous-même indépendiste, Jean-Martin et Valérie. Moi, c'est pas parce qu'il espère que vous allez le devenir. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour obtenir la confiance, pour qu'on avance ensemble avec le gouvernement, je pense qu'il faut éviter ces caricatures, il faut éviter ce type de déclarations qui font que ça peut mettre en difficulté un président d'exécutif dans des négociations qui doivent nous amener surtout quand il n'est pas le seul, sur les hôpitaux, dans l'agriculture, dans le domaine de l'eau. Vous savez qu'on a mis au cœur de notre objectif, je dirais, la révolution écologique. Donc aujourd'hui, avec ces 50 milliards en jeu, il nous faudra aller prendre, et j'emploie souvent ce mot, notre juste part, celle que la Corse mérite. Et pour ça, il faut absolument qu'on arrive à travailler, comme on a pu le faire au moment des accords Matignon, comme on l'a pu le faire avec Jox et avec Rocard. Il faut retrouver aujourd'hui le même état d'esprit pour être efficace au service des Corses. C'est ça l'enjeu de ce deuxième tour de l'élection territoriale. Les Ribot, vous avez énormément de retard, le temps de Effectivement, parole. pour rejoindre ce qui vient d'être dit, d'abord, je crois que dans cette collectivité, il faut que le pluralisme soit respecté. Vous avez des doutes ?
J'espère que mes doutes seront vite balayés. En tout cas, je serai, comme je le disais, vigilante. Moi, je suis engagée en politique depuis 10 ans. Mes amis, mes convictions, mon engagement sont toujours les mêmes. J'ai toujours été claire, je m'inscris dans cette clarté et je pèserai dans cette collectivité sur la clarté de mes engagements. Je n'ai pas de passif dans cette nouvelle collectivité. Je ne prends pas les bilans passés. Je n'étais pas présente, donc je suis là pour construire. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Il y a eu des ambiguïtés, des lignes franchies. Pour moi, je suis claire. Mon message a toujours été clair et je souhaite le porter dans cette nouvelle collectivité qui, comme je le disais, sera un enjeu pour l'avenir de la Corse et une nouvelle réforme institutionnelle serait un blocage. Donc, moi, j'alerte là-dessus. La nouvelle collectivité prendra également la compétence sociale. C'est une compétence que je connais bien en tant que conseillère départementale. Et je serai vigilante sur la mise en place d'une politique sociale sur l'ensemble de l'île et j'espère pouvoir apporter ça. Je serai vigilante aussi sur les finances de cette collectivité unique. On l'avait dénoncé au moment où elle a été faite et je crois qu'aujourd'hui, il faudra renouer un dialogue apaisé avec le gouvernement pour obtenir des financements supplémentaires parce qu'il y a des investissements structurants qui manquent encore dans l'île. On parlera peut-être du port de la Carbonite, de la rocade sur Ajaccio, qui est un investissement nécessaire et vital pour le bassin de vie ajaccien, qui a été reporté à des années-lumière par l'actuel exécutif. Moi, je serai vigilante sur le maintien de ces investissements-là. Et je pense que le dialogue apaisé avec le gouvernement est inévitable pour obtenir ces avancées-là. Je crois que le refus de dialoguer qui a été fait pendant ces dernières années, en tout cas ces derniers mois, que les députés qui ont refusé de déjeuner avec les ministres présents, je crois que c'est pas un bon signal envoyé. Et j'espère qu'en tout cas, ce sera modifié dans les mois à venir. Si vous remportez cette élection, est-ce que vous allez faire une ouverture en direction de l'opposition ? Oui, bien sûr. 2 mots. Dans quel sens ? Sur les rapports à l'État et ensuite sur la question du pluralisme à laquelle nous sommes tous attachés et je ne doute pas de cela. Sur le rapport à l'État, nous sommes des gens de dialogue, je crois que nous l'avons démontré, et la démonstration de Jean-Charles Orsucci, théoriquement intéressante, est quand même démentie par ce qui s'est passé pendant les 2 ans de notre mandat. Nous, pendant les 2 ans de notre mandat, nous n'avons pas été dans la surenchère, nous n'avons pas été dans la rupture, nous avons discuté avec les précédents gouvernements, nous avons obtenu un certain nombre d'avancées au bénéfice de la Corse, statut d'île-montagne, maintien des arrêtés MIO. Un gouvernement que je soutenais, et donc oui, je me félicite. Mais pour vous dire que c'était nous, et on a avancé quand même au bénéfice de la Corse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut à la fois faire montre de fermeté vis-à-vis du gouvernement et de l'État, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la Corse, et d'ouverture, parce qu'effectivement, nous sommes dans une logique de dialogue, et nous serons également dans cet état d'esprit. Et l'enjeu de ce 2e tour, c'est bien de renforcer la démarche de Pera-Gorsica pour que la solution politique et le dialogue avec la Corse soient acceptés par l'État, parce que s'il n'y a pas eu de dialogue jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas de notre fait à nous, c'est essentiellement du fait du gouvernement et de l'État, et je pense que les choses vont évoluer, et elles évolueront d'autant mieux et d'autant plus vite que nous ferons un score très fort au 2e tour. Ça, c'est la première chose. Vous croyez qu'en démonstration de force, vous allez dialoguer de façon plus apaisée ? Je pense qu'il faut que les Corses, à travers l'attitude du gouvernement qui, depuis plusieurs mois, a fermé la porte, non pas à la majorité territoriale, mais a fermé la porte à la Corse. Jamais un ministre n'a évoqué l'autonomie de la Corse dans la République. C'est quand même, c'est pas anodin. Mais sur des questions de recettes, sur la question de la santé publique, ces dernières semaines, on n'a pas avancé. C'est pas ce que j'ai entendu avec le STC Castellucci, lorsque j'ai discuté avec Christophe Castaner. Parce qu'on en avait peur que ça serve directement ou indirectement à la majorité territoriale nationaliste. C'est derrière nous. Nous, on veut discuter avec l'État. Et on veut discuter sur des bases qui sont claires, et y compris sur une solution politique qui doit se construire. Mais il y a toujours des concessions. Et nous ne sommes pas ni dans une logique de rupture, ni dans une logique de surenchère. Le dialogue n'est jamais manichéen. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises publiquement, y compris à mes interlocuteurs gouvernementaux, nous, ce que nous voulons, c'est une perspective. C'est un chemin. Et ensuite, le chemin, nous avancerons tous ensemble dessus. Sur le pluralisme, très concrètement, pour répondre à votre question. Premièrement, le pouvoir doit arrêter le pouvoir, et nous avons à continuer et à améliorer ce que nous avons commencé pendant les 2 années. C'est-à-dire un conseil exécutif qui fonctionne, une assemblée de Corse qui
exerce pleinement ses prérogatives. Au sein de cette Assemblée, une opposition qui est respectée dans ses droits. Par exemple, Jean-Martin, vous avez été président de la commission renouvelé à la d'évaluation. proposition. On refera à l'opposition et on élargira. Un conseil économique, social et culturel qui représente la société civile qui a été revalorisé. Une assemblée des jeunes. Ensuite, la Chambre des territoires. Moi, je vais être très clair. La Chambre des territoires, tout le monde a dit, c'est une coquille vide. À nous de la remplir. À nous de lui donner une véritable dimension. À nous de permettre à tous les élus... à l'occasion des ordonnances. Il fallait remplir la coquille à ce moment-là. Vous savez bien, Jean-Martin, que nous avons plaidé en ce sens. Nous avons fait voter et nous avons demandé la parité totale, nous avons demandé la représentation de toutes les intercommunalités. En ce qui me concerne, et je le dis, je suis tout à fait favorable et je proposerai aussi bien à l'opposition qu'en dehors de l'Assemblée de Corse, à des élus qui ne partagent pas forcément toutes nos opinions, de prendre des responsabilités. Vous le feriez, Jean-Martin Mondolone ? Ensemble au service de la Corse. Gilles, vous savez, l'ouverture, c'est comme l'amour. Ce qui compte, c'est pas de le dire, ce sont les preuves d'amour. Et l'ouverture, c'est la même chose. Ce qui compte, ce sont les preuves d'ouverture. Mais attendez, on n'est pas élu. On ne peut pas prendre des décisions avant d'être élu. Je vous dis ce que je compte faire. La leçon des exemples vaut mieux que celle des préceptes. En matière d'ouverture, est-ce que vous avez poursuivi un usage installé depuis très longtemps à l'Assemblée de Corse qui consiste à offrir la présidence de la commission de contrôle à un membre de l'opposition? Oui. Je vous en donne acte. Ce n'est pas un signe d'ouverture, c'est un signe de continuité d'un usage existant. 2. Est-ce que, lorsque vous avez constitué votre liste, et au préalable, sans évidemment vous priver de parler d'ouverture, vous avez verrouillé à double et à triple tour, ou est-ce que vous êtes ouvert à des forces de gauche progressistes, à des forces de droite progressistes qui auraient pu ne pas accepter? La réponse est non. Est-ce que, je me suis ouvert à un certain nombre de femmes et d'hommes qui ne partagent pas toutes les opinions nationalistes et des listes en préfecture hier, vous avez, oui ou non, laissé sur le carreau vos amis nationalistes de Corim Front? La réponse est oui. Donc, en termes d'ouverture, cessez d'avoir ce mot à la bouche, donnez de vraies preuves. Pour ce qui est de l'ouverture vers l'État, ce n'est pas une ouverture, c'est un dialogue nécessaire. C'est un dialogue qui doit être issu d'un partenariat respectueux entre deux partenaires, sans rentrer dans des relations de dominé à dominant, sans faire de la musclette, sans jouer à des rapports de force dont nous n'avons pas les moyens, mais un rapport qui soit respectueux. Moi, j'attends des services de l'État qu'ils soient attentifs aux vraies questions qui se posent à celles et ceux qui souffrent en matière de précarité, en matière de santé, en matière d'économie, en matière de formation, sur des sujets qui vous concernent, dont vous faites des priorités, qui sont des sujets sensibles. Et vous savez très bien que sur ces sujets, je peux être en pointe, ça m'est assez reproché. Écoutez, je considère qu'il va falloir ériger des priorités. Je considère qu'il va falloir ériger sur l'offre des priorités. Vous l'accepteriez ou pas? Mais évidemment, oui, c'est pas le fait de l'accepter qui compte. Est-ce que c'est un signe d'ouverture? Ce n'est pas un signe d'ouverture que d'offrir la commission de contrôle à un membre de l'opposition. Je reviens sur ce qui est préoccupant. C'est un peu d'avance quand même. C'est nos relations avec l'État, Gilles. Vous êtes tellement fait respecter par l'État qu'il y a un ministre d'État qui est venu il y a 12 ans promettre le rapprochement. C'était un de vos amis politiques. 12 ans après, le rapprochement, il n'est pas encore en place. C'est comme ça qu'on se fait respecter par l'État pour vous. C'est une priorité que vous exigez. Et nous sommes tous concernés parce que nous avons tous, dans nos entourages respectifs, des familles qui souffrent. Donc nous n'avons pas quelque chose de dissonant sur ce sujet. Nous sommes tous en partage sur l'idée qu'il faut rapprocher prisonniers. D'abord parce qu'il y a des familles qui souffrent et en plus parce que c'est le droit. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'ériger des priorités et de nourrir de nouveau un rapport de confiance avec les services d'État. Et vous ne pouvez pas nier qu'à force de sarcasme, à force de moquerie, à force de mots mal choisis, vous avez peu à peu entretenu un rapport de défiance, parce que lorsqu'on va réclamer ou commander, comme vous l'avez fait, les 7 millions d'euros pour nourrir une péréquation, et vous avez raison sur ce sujet, et que vous recevez des ministres dans une salle de visioconférence, pardon, ce n'est pas les marques de respect qui doivent être celles qu'on défère à un ministre de la République. Et à force de mots mal choisis et de maladresse, je considère qu'aujourd'hui, il faut changer de braquet, il faut changer d'attitude, et l'opposition sera là pour vous rappeler qu'il y a les modes opératoires à entretenir avec des partenaires qui ne sont pas des adversaires. Je veux répondre parce que vous êtes beaucoup d'avance. Les préfets nous ont rendu hommage pour la qualité de notre travail et pour ce que nous avons fait pour la Corse. Les ministres et anciens ministres, les préfets actuels, les ministres et anciens ministres nous ont rendu hommage. Les autorités européennes sont venues féliciter notamment Nanette Maupertuis, dont les crédits dans la consommation des crédits européens est passé de 6% comme nous le faisions nous-mêmes, de 6% à 30%. Ces derniers jours dans la presse.
La BPI est venue nous féliciter. La BEI, qui n'investissait pas en Corse, qui n'investissait pas encore, et qui n'investit toujours pas le moindre euro en Corse parce que vous n'avez pas de projet structurant, vous le savez très bien. Écoutez, Jean-Martin, ne dites pas de bêtises. Vous avez le moindre euro investi par la Banque européenne d'investissement ces dernières années, ces derniers mois. Pouvez-vous nous donner un projet? La Banque européenne d'investissement, lorsque nous sommes arrivés, elle ne regardait même pas la Corse. Nous venons d'avoir l'accord d'investissement. Nous venons d'avoir va-t-elle mettre un seul euro elle va en mettre Corse 30 millions d'euros en partenariat avec les institutions financières. Sur quel projet, Gilles? Ne parlez sur pas. Un axe routier, soit vous ne le savez pas, soit vous faites semblant de ne pas le savoir. Sur quel projet? Comme vous le savez, j'en conclus que vous êtes de mauvaise foi. Si vous êtes de mauvaise foi, je ne continue pas. Au mieux, c'est de la démagogie. Au pire, c'est de l'imposture. Sur quel projet, Gilles? Sur quel projet la Banque européenne d'investissement va-t-elle investir ces prochains mois? Sur des projets routiers, sur des projets de retenue. Valérie Bozy, si on doit respecter un peu les temps de parole, Valérie Bozy est très en retard. Sur le dialogue avec l'État, sur quelle priorité vous situez? Sur la politique santé, je crois qu'aujourd'hui, nous voyons les problèmes à Castellucci, à l'hôpital de Bastia. J'y étais durant cette campagne et on a pu constater que les hôpitaux aujourd'hui souffrent. On est moins bien soignés en Corse que sur le continent. Ça, c'est inacceptable et je crois que ce sera l'une des priorités, négocier avec le gouvernement un programme d'investissement santé pour que ces hôpitaux... Alors sur Ajaccio, c'est vrai que nous allons bientôt avoir un hôpital, mais les fournisseurs des hôpitaux ne sont plus payés, donc des traitements, même des chimiothérapies qui sont reportées. Donc ça, c'est absolument inacceptable et je crois, et en tout cas je proposerais que ce soit la priorité des discussions, la politique santé en Corse, qui est aujourd'hui tout à fait inacceptable. Jean-Charles Larsouche. D'abord, vous ne m'avez pas interrogé, je suis déçu, Jean Vitus. Je pensais que vous alliez me demander si Gilles comptait ouvrir ce que nous allions faire. Alors au moins, ça donne... Ça concernait l'ensemble de l'opposition. Écoutez, moi je vais au moins avoir le mérite de l'annoncer très clairement maintenant. On fait une campagne transparente. Et la campagne transparente nous a amené à dire que nous ne serions pas dans la cogestion avec les nationalistes aux responsabilités, même si nous aurions une attitude très positive sur le sujet. Parce que, on l'a dit, et je me permets encore de le répéter, parce que le choix qui a été fait par la majorité territoriale était inverse. Gilles Simeone a déjà la totalité depuis longtemps, bien avant ce premier tour, il a déjà en tête l'ensemble de son exécutif, les répartitions des places des uns et des autres. D'ailleurs, vous le savez, moi je souriais parce que je me souviens d'une époque où, lorsque je défendais la majorité territoriale de 2010 à 2015, on a dû s'expliquer sur Venaco pendant des mois et des mois. Or, à Venaco, nous avions fait tout simplement fait que des choses tout à fait logiques en politique, à savoir qu'on se rassemble au second tour pour ensuite gérer la collectivité territoriale de Corse. Ensuite, je veux finir juste sur le point que vous avez évoqué, qui est fondamental, qui est d'ailleurs allié à la question des finances de la future collectivité territoriale de Corse. Ce point fondamental est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plans nationaux qui ont été annoncés par le gouvernement sur le numérique, sur les maisons de santé, sur un plan essentiel pour la Corse. Je dis bien essentiel, c'est le plan de la formation. Là encore, j'insiste en disant qu'il faut de la confiance, il faudra que nous soyons bons, tous ensemble, pour que le gouvernement, encore une fois, nous donne notre juste part. C'est en réussissant à capter ces financements-là que l'on aidera la collectivité territoriale de Corse que dirigera Gilles Simeone à réussir. Parce que ce que nous voulons, nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir, nous ne sommes pas là pour une place, pour un strapontin. Nous sommes là pour répondre aux difficultés des Corses. C'est là-dessus qu'ils nous jugeront. Et moi, je me féliciterais si, au bout de ce mandat, la précarité a baissé, si on a réussi à avoir une politique du logement efficace, si on a réussi à avoir des ports qui répondent au développement touristique dont nous avons besoin, parce que l'emploi est au cœur de nos préoccupations. Donc aujourd'hui, je le répète, qu'il soit de droite ou de gauche, le gouvernement doit entendre la Corse. Pour nous aider, il en va de l'intérêt général. Et nous ne sommes là que pour l'intérêt général. Comment est-ce que vous allez mener cette politique en sachant que la dette de la collectivité territoriale, rajoutée à celle des départements, commence à être extrêmement importante? Est-ce qu'on ne va pas avoir une mandature d'austérité? Non, pas une mandature d'austérité, une mandature à laquelle il va falloir faire face à un certain nombre de défis à relever. Je vais être très clair. Pour nous, il n'a pas été question de proposer d'ouvrir l'exécutif à des forces politiques qui ont dit, y compris avant le premier tour, qu'elles ne discuteraient pas avec les nationalistes, ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième tour. Ça n'empêche pas qu'au lendemain du deuxième tour, eh bien, nous continuerons à discuter avec vous, à chercher chaque fois que possible des points d'accord, et que je proposerai, si je suis élu, et si les Corses décident de nous faire confiance, mais ça passe par les résultats du deuxième tour, eh bien effectivement de proposer, y compris à des élus locaux, en dehors de l'Assemblée de Corse, eh bien, un certain nombre de responsabilités, parce que je pense que c'est comme ça que nous devons travailler. Ce qui est essentiel devant nous, nous devons à la fois discuter avec l'État,
dans un cadre qui soit un cadre apaisé, mais dans lequel les intérêts de la Corse et du peuple corse sont reconnus, respectés et pris en compte. Ce qu'il faut savoir... Il faudra donner des gages pour être écouté. Et je crois que les Corses ont commencé à répondre au premier tour, et je leur demande de répondre encore plus fortement à cette question au deuxième tour. Est-ce qu'ils font confiance à celles et ceux qui se revendiquent des héritages, des mandatures anciennes, pour défendre les intérêts de la Corse, ou est-ce qu'ils nous font confiance? Tous les bénéfices. Ou est-ce qu'ils nous font confiance à nous? Moi, je crois qu'ils nous feront confiance à nous, et aussi parce que nous sommes dans un état d'esprit. Moi, je suis fier, je vous l'ai dit, qu'il y ait des indépendantistes à mes côtés. Les indépendantistes, le courant indépendantiste, il fait partie de l'histoire de ce pays. Il fait partie des sacrifices, il fait partie aussi d'une part d'erreur que nous assumons collectivement. Aujourd'hui, il y a des indépendantistes, des jeunes, des moins jeunes, qui travaillent pour la Corse et qui travaillent pour obtenir une autonomie de plein droit et de plein exercice, qui est un point d'équilibre entre tous les nationalistes, ceux qui seront demain à l'Assemblée de Corse et ceux qui n'ont pas pu franchir le cap du premier tour, et beaucoup de Corses de gauche et de droite, y compris des gens qui vous votent. Donc je suis heureux que ça se fasse comme ça. Discuter avec l'État, obtenir une solution politique et construire ce pays. Alors me dites le pays, mais attention, le pays Corse, il d'amour, Tino Ross, il dit le pays dont je suis originaire. Marie, ça vous a pas traumatisé, les paroles de la chanson. Moi, quand je parle de la Corse, je dis Diomo Baese. Bon, et je pense que beaucoup de Corses le voient comme ça. Donc on a un pays à construire, un paese d'ava. On va le faire avec tous les gens qui vivent ici, tous les citoyens qui vivent ici, qu'ils soient corses parce qu'ils sont nés ici, ou qu'ils soient corses parce qu'ils sont venus ici. Et que... Ma c'è chi vuole una nazione, mica solo un paese. Est-ce que tu es sûr que tu as la même définition que Jean? C'est ça, oui. C'est ambigu comme slogan, en tout cas. C'est pas du tout ambigu. Non, mais la question, c'est pas d'être ambigu, c'est de savoir, est-ce que vous avez la même définition? Vous savez très bien qu'il peut y avoir une nation corse qui s'épanouit dans un statut d'autonomie. Ça existe. Ça existe. Jean-Charles Souchi, la priorité pour la prochaine mandature, c'est la réduction de la dette ou alors c'est l'investissement? Parce qu'il va être difficile de faire les deux. Alors, je vais vous dire sincèrement, on ne va pas rentrer dans le débat des 270 de millions, parce qu'il paraît que j'ai été très précis, donc je repars des 270 millions d'endettement. Mais je vais être là, vous savez, j'aime bien faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Au moment où a été souscrit l'emprunt, je disais que c'était le moment où il fallait emprunter parce que jamais l'argent n'avait été aussi bas et que c'était, à mon avis, ce que nous aurions dû faire, nous, entre 2010 et 2015. Donc je ne vais pas dire aujourd'hui que c'est une catastrophe. On ne partage pas l'analyse sur les 87 millions d'euros, on ne partage pas l'analyse sur comment étaient utilisées les sommes empruntées. Après, vous le savez, il ne suffit pas d'avoir fait maths sup ou maths spé, il y a un taux à ne jamais franchir, il y a des règles budgétaires où il faut être vigilant. Aujourd'hui, je continue à penser qu'au regard du prix de l'argent, il faut être à la fois sur une capacité à endetter la collectivité et une capacité aussi à être vigilant, comme l'a fait mon ami François Hollande au sein du département de la Haute-Corse, pour que ça ne dérape pas sur les frais de fonctionnement, pour que ça ne dérape, qu'on arrive à régler les problèmes des emprunts toxiques. C'est comme ça qu'avec une gestion rigoureuse, aujourd'hui nous avons 5000 agents, il faudra se dire que si nous avons les uns et les autres milité pour la collectivité unique, c'était pour avoir un phénomène de mutualisation et permettre de restreindre, je dirais, le nombre de fonctionnaires territoriaux. C'est l'objectif, bien sûr, sans mettre qui que ce soit dehors, que ce soit la collectivité territoriale ou demain à Aircorse. Et quand je le dis parce que, Gilles, je me permets juste une petite remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Tu emploies souvent le mot de paix, le mot d'apaisement. Moi, j'aurais aimé que, me concernant, pendant cette campagne de premier tour, les gens aient des mots plus aimables à mon encontre. Moi, je pense ne jamais avoir eu de mots haineux envers qui que ce soit. Je crois que je n'ai pas eu cette chance-là. Et c'est dommage. Moi, j'ai toujours été un homme de paix. Donc aujourd'hui, je continue à dire que c'est dans cet état d'esprit que je réponds à une question qui est posée par Jean-Vitus Albertine et je dis simplement qu'il nous faut un respect mutuel avec l'État et entre nous aussi. Valérie Beausy, il faut réduire la voilure concernant les emplois. Alors, d'abord, il faudra effectivement être très rigoureux sur les finances de cette collectivité qui naît, on le sait, avec un lourd handicap vu les derniers emprunts qui a été réalisé. C'est pas le dernier et les emprunts du département de Haute-Corse. Non, le département de Corse du Sud et la collectivité la mieux gérée des trois, ça vous pouvez pas le nier. Bon, on verra, vous verrez. Mais moi, en gros, 10 millions d'euros en plus cette année. Et l'emprunt en 2 ans qui n'a jamais été aussi important que les autres mandature, ça c'est votre bilan à vous. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais juste dire que cette collectivité, cette collectivité unique, elle est expérimentale en Corse. Elle sera peut-être reproduite sur l'ensemble
de la France, mais en tout cas, nous sommes la première région à avoir cette collectivité unique. Monsieur Gilles Simeone a souhaité cette collectivité unique, l'a négociée, et au moment d'une manière très précipitée, et il faut reconnaître quand même qu'au moment où elle a été négociée, vous auriez pu demander des moyens supplémentaires. Est-ce que c'est par amateurisme, voilà, que ça n'a pas été fait? Parce que c'était à ce moment-là. Maintenant, effectivement, ce sera plus difficile à négocier avec ce gouvernement, puisque la collectivité, elle est comme ça. Alors qu'au moment où elle a été faite, si on avait préparé les choses un peu mieux, et c'est dans ce sens-là que nous vous alertions, si on avait préparé les choses, ça aurait été peut-être plus favorable à la Corse. Je vous pose la question. Vous auriez dû être là à parité à travers le conseil départemental de Corse du Sud, si vous aviez participé sur la dette, aux travaux comme les économies à réaliser pour la prochaine mandature. Il faut une politique drastique. Lorsqu'on endette, c'est qu'on peut. Parce qu'on ne prête qu'aux riches. Donc, vous donnez quitus à la gestion de Simeone. Si, sous l'ancienne mandature, Gilles Simeone a pu emprunter, c'est parce qu'il le pouvait. Ça, c'est la première chose. 2, est-ce que le niveau de l'encours aujourd'hui est préoccupant? J'ai souvenir des débats de 2005 où Jean Biancucci, en commission des finances, que je présidais à l'époque, n'en finissait plus de nous raconter. Pas si jeune, en fait. N'en finissait plus de nous raconter. Vous savez, le plus jeune d'entre nous, c'est pas celui qui est né plus tard, c'est celui qui vieillit moins vite. Vous n'êtes pas si Et on ne vieillit jamais lorsqu'on ne déserte pas ses idéaux, Gilles. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, Jean Biancucci n'en finissait plus de nous raconter que 300 millions d'euros, c'était bien Jean Biancucci à l'époque, c'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. On est à ces 100 millions d'euros. Je serais malhonnête intellectuellement si je disais en effet que la mandature précédente n'avait pas d'autre choix si elle voulait continuer à investir au niveau où il est nécessaire d'investir que de passer par cet emprunt. Ce qui compte pour l'avenir, c'est de faire des choix. Et je le dis, sur cette mandature, il n'y a pas eu l'ombre de commencement de choix crucial. Et il va falloir, puisque vous allez être cette fois en responsabilité, non en responsabilité de façon transitive, mais de façon maintenant installée, que vous fassiez des choix, et nous serons là, en tout cas pour ce qui concerne ma sensibilité, pour vous accompagner dans un certain nombre de choix. La deuxième chose qu'il va falloir avoir à l'esprit, c'est que nous ne pourrons pas réussir cette collectivité si nous ne réussissons pas à intégrer 5000 personnes qui ont des métiers totalement différents. Et ça va passer, puisque vous faites référence aux finances, par l'harmonisation des pratiques, notamment en termes salariales. Donc ça, c'est un chantier énorme. Et je le dis pour revenir à une note politique qui doit nous dispenser de nous disperser vers des évolutions institutionnelles. Ce n'est pas seulement une raison politique qui me conduit à dire qu'il faut céder à la fièvre institutionnelle. Je ne dis pas que ce n'est pas opérationnel d'optimiser le statut. Je le connais, comme vous. J'ai répondu que je n'étais pas si jeune. Oui, je fréquente cette assemblée depuis un certain temps. Je la connais. Je connais ses mécanismes, je connais ses complexités, ses inerties et ses blocages. Oui, il va falloir optimiser. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de réussir cette collectivité, d'intégrer des politiques que nous ne connaissons pas, que le législateur n'a pas transféré à la collectivité territoriale de Corse, notamment en matière de routes départementales, notamment en matière sociale, qui sont de vrais métiers. Ces vrais métiers vont devoir être exercés avec des gens qui ont des compétences, qui ont des soucis en matière de mobilité, qui ont des soucis en matière d'harmonisation, qui ont des soucis en matière de primes, qui aujourd'hui s'interrogent beaucoup. Je crois que notre devoir collectif, ça va être de les rassurer et de créer les conditions pour réussir cette collectivité. Elle ne sera réussie, enfin, que si, en matière de finances publiques, nous sortons du tout public. Et je considère pour ma part, pour prendre un exemple très significatif, qu'il va falloir se poser la question de savoir si le métier d'une collectivité, c'est d'investir dans des bateaux, si le métier est d'investir dans des avions, si notre métier, c'est d'investir dans des trains, si notre métier n'est pas plutôt de servir de levier, d'amorçage à un développement économique cohérent, productif, maîtrisé, encadré. C'est vers ces tendances qu'il va falloir tendre si réellement nous souhaitons c'est-à-dire une privatisation, non pas vers une tout-privatisation. Ne faites pas dire de la compagnie aérienne. La privatisation n'a de sens, la concurrence n'a de sens, elle ne produit ses effets que dès lors qu'elle est encadrée. Je dis que le métier de la collectivité en matière de transport, son job, ce n'est pas d'acheter des bateaux, c'est de créer les conditions d'une concurrence qui assure la fiabilité et le moindre coût. Donc pas de compagnie régionale. Pour le reste, je ne pense pas que ce soit le cœur de métier, et je voudrais qu'on en revienne à ce que j'ai connu un temps. Ce n'est pas forcément le temps béni, Gilles. Mais c'est un temps où le métier de la collectivité, lorsque vous dépensiez 100 €, et vous nous le reprochiez à l'époque, sans concession, pour 47 d'entre eux, c'était du fonctionnement. Pour 53, c'était de l'investissement. Il y avait de la commande publique, et je me rappelais qu'à cette époque-là, mais le taux de chômage n'a jamais été aussi bas.
Juste un mot, entendre Jean-Martin Mandelone et dire, je me interroge pour savoir si c'est le métier de la collectivité d'investir dans les chemins de fer, lorsqu'on se rappelle les 650 millions sous la mandature dont vous êtes solidaire, oui, donc qui ont vous été générez dépensés, 30 millions de déficit par an. Qui ont été dépensés en 20 ans. économique, une hérésie. On a besoin d'un chemin de fer dont on équilibre les comptes et nous y travaillons, y compris les comptes sont loin d'être équilibrés. Et je pense qu'en matière d'intermodalité, notamment, je pense que c'est l'intermodalité, c'est un choix. On attend d'ailleurs que soient satisfaites les promesses de Hyacinthe qu'au début de mandature, nous allons vous avez faire promis monter en le puissance. train Ensuite, moi je réaffirme que vous, quand M. Sarkozy était venu et qu'il avait promis la mort d'Aircourse à la CCM à l'époque, au profit des low cost, nous étions opposés et nous continuons d'être opposés. C'est le même M. Sarkozy qui vous permet de débattre dans ces lieux, ici. Que Aircourse est un outil stratégique et qu'avec l'ensemble des personnes qui y travaillent, il faut le renforcer, le consolider et élargir son périmètre d'intervention. Troisièmement, oui, nous avons besoin de maîtriser nos transports. Quatrièmement, nous devons effectivement construire une administration moderne. Nous allons le faire avec tous les agents fonctionnaires et inscrire résolument la Corse dans la modernité, l'innovation et le 21e siècle. Un mot, on n'aura pas le temps d'aborder, l'agriculture aussi dans notre modèle économique. On a parlé des ESA, on a parlé de la formation, on a parlé du crédit bancaire. Pourquoi pas de crédit bancaire pour les agriculteurs aujourd'hui? Tout ça, il faut le faire ensemble. Je remarque qu'on ne parle plus de la compagnie maritime. Nous allons le faire. La compagnie maritime régionale, les deux CEMOP, nous allons les faire en 2019 comme nous y sommes engagés. En respectant, bien sûr, l'initiative privée, en améliorant la qualité du service pour tous les Corses. À ce sujet, moi, je suis de ceux qui pensent aussi que la compagnie régionale n'est pas la voie à emprunter, même si je pense qu'on peut au moins être d'accord tous sur les obligations de service public et les délégations de service public qui doivent garantir effectivement la fiabilité et le coût. Par contre, à l'inverse, je me permettrais de dire, s'il y a bien un domaine dans lequel il faudrait, entre guillemets, le tout public, c'est bien la gestion des déchets. Là, oui, nous devons peut-être nous poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à en sortir. Elle est peut-être là, la réponse, et la bonne réponse. Il n'y a pas de choix. Et je rappelle que les demandations de gauche et de droite ont sacrifié l'intérêt public pour des intérêts privés. Moi, je veux bien, mais je vais pas... Là, privé, nous avons 50 000 tonnes de déchets. Je ne l'ai pas fait pendant les deux débats, mais je vais me permettre de dire une chose. On ne peut pas me faire supporter... Alors, j'ai été 5 ans conseiller territorial. Je ne peux pas à la fois être comptable des 30 ans où la droite a géré la collectivité territoriale de Corse. Pire, les 170 ans où je pense que je n'étais même pas né, qu'on voudrait me faire supporter. Je dis aujourd'hui simplement que je suis là parce que les Corses, ils attendent qu'on parle d'avenir et que pour l'avenir, je pense que sur le train qui a été remis en place par la collectivité territoriale de Corse à laquelle j'appartenais, la majorité de Paul Jacob, je peux être fier de ce travail qui a été fait et qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle d'avenir. Et l'avenir, c'est pas d'idéologie. Moi, j'ai comme l'impression quand même que sur la création de la compagnie régionale maritime, on est sur l'idéologie. Or, il faut être pragmatique. C'est le mot qui soit le plus... Moi, je pense aujourd'hui que c'est ça qui doit guider nos choix. D'ailleurs, j'ai comme l'impression quand même que sur cette question-là, je ne pense pas que vous en fassiez l'alpha et l'oméga. Et je ne suis pas sûr qu'un jour ou l'autre, on ne soit pas d'accord sur l'idée que cette idée-là doit être abandonnée. Et je pense qu'à ce moment-là, vous ferez preuve de pragmatisme et ce sera tout à votre honneur. Valérie Beaune, et sur les choix d'investissement. Oui, voilà. Sur cette compagnie maritime, je vois que ça n'a pas été évoqué. Et je pense qu'aujourd'hui, l'initiative privée a pris le dessus. Cette compagnie maritime publique n'a plus de sens. Et je pense que vous y reviendrez. D'ailleurs, vous ne l'avez pas cité dans vos priorités. Mais aujourd'hui, cette collectivité, elle ne pourra pas tout faire. Et ça, c'est sûr que la compagnie maritime, c'est peut-être pas la priorité à faire. Il faudra donner les priorités à l'investissement structurant. Et vous nous direz peut-être lesquels. Moi, j'ai parlé de la rocade à Ajaccio, du port de la Carbonite, vous n'en avez pas parlé. La formation sera aussi très importante pour réduire le chômage en Corse. Aujourd'hui, cette collectivité unique, elle doit être l'interface entre les entreprises qui cherchent des salariés et permettre des formations très courtes pour pouvoir y répondre. Ça, ce sera l'une des priorités. La politique sociale, puisque c'est une compétence que vous ne connaissez pas et que vous récupérez, qui devra être mise en place pour réduire la précarité dans l'île. Je crois que ce sera toutes ces priorités-là, sans s'éparpiller. La commande publique, on l'a dit aujourd'hui, la commande publique depuis 2 ans, elle est au plus bas. Il faudra la relancer pour permettre aux investisseurs privés aussi d'être compétitifs et d'embaucher. C'est par la commande publique et par l'investissement privé également. Je crois que ça passera par ça. Le tourisme aussi,
vous n'en parlez pas beaucoup, mais c'est aussi l'un des facteurs de développement économique. Et puis, on n'en a pas parlé, mais la révision du PADUC devra permettre aussi d'entraîner un développement économique, parce que le document tel qu'il a été fait sous la précédente mandature empêche tout développement économique. Et je crois que si vous attachez déjà à faire cela, ce sera assez complet. Faux, mais bon. Et en tout cas, il est beaucoup trop idéologique et complexe. Il doit être simplifié, permettre un développement économique. On en a parlé tout à l'heure, mais permettre un développement économique, permettre aux espaces stratégiques agricoles. Non, mais juste, je termine. Permettre aux espaces stratégiques agricoles d'être véritablement exploités et non pas d'être implantés sur des zones qui ne peuvent pas accueillir d'agriculture. Vous parliez tout à l'heure d'accompagner les agriculteurs, et ça se fera que de cette manière. Les espaces stratégiques agricoles qui sont implantés en plein village et qui ne permettent aucune et qui ne permettent. J'ai du retard, alors j'en profite tant qu'on me laisse un peu la parole. Donc les espaces stratégiques agricoles qui sont implantés en plein village, vous le savez très bien, ne permettent pas ni de développer le rural ni de développer une agriculture cohérente, et ça devra être vu pour permettre justement aussi d'accompagner les agriculteurs et de leur permettre de développer la qualité et la quantité de leur production. Et bien sûr maintenir la préservation de notre environnement, qui est notre atout et qui devra permettre notamment la mise en place du tourisme vert. On fera le tour de table de conclusion. Jean-Charles Lansouch. Je voudrais juste sur le document qu'est le PADUC dire que premièrement, moi je suis heureux que ce PADUC ne soit pas celui que avait préconisé la précédente. Je n'étais pas dans la précédente mandature, je le répète. J'ai pas dit Valérie, mais le document que soutenait Stéphanie Grimaldi ou Camille de Rocasser ne correspondait pas du tout à mes aspirations. Le document que j'ai eu l'honneur de voter et que je soutiens encore aujourd'hui est un document, vu l'échelle qui est la sienne, qui a forcément une philosophie politique, c'est celle dans laquelle je me reconnais à 200%, qu'il puisse aujourd'hui être modifié à la marge, je peux le comprendre. Pour nous, nous sommes fiers de ne pas avoir mis le doigt dans la désanctuarisation de la Corse. Ça, pour nous, c'est un véritable motif de satisfaction. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, à la marge, je prenais l'exemple tout à l'heure et je vais le reprendre ce soir, celui de Piane. On ne peut pas contester l'effort de protection qu'a mis en place le sénateur Nicolas Alphonse. Par contre, aujourd'hui, donner un peu de respiration à ce territoire pour qu'il puisse... Comment il faut peut-être que sur certaines zones, on puisse, à la marge, comme le permet d'ailleurs, je me permets aussi de le dire, en renvoyant un peu la responsabilité aux maires, que nous entendons bien sûr, mais c'est en élaborant des plans locaux d'urbanisme que l'on arrive à préciser le PADUC et à faire en sorte que le développement économique soit possible. Et le Corse qui hérite de ses parents d'un terrain qui aujourd'hui ne peut pas construire dans son village. Vous devez l'avoir. C'est vrai, vous l'avez tous les jours. Déjà, j'évite de mettre le doigt dans la notion... Parce qu'après, on va bien sûr parler de spéculation. Je ne parle pas de ça. Je parle juste d'une maison, Très vite, Jean-Charles, concluez, ensuite on passe à la conclusion générale. Figez le raisonnement, n'acceptez plus alors un système qui fait que les Corses, dans 10 ans ou dans 15 ans, ne pourront plus hériter de rien, ne pourront plus accéder à rien. Protégeons notre terre, et pas aux maires de faire leur PLU, ça n'est que par ça, ça n'est pas que par ça. On arrive en fin d'émission, très vite Jean-Charles. Sur le PADUC, la question aujourd'hui, c'est aussi d'être, à travers le pouvoir d'expérimentation législative et réglementaire, faire en sorte que les lois Grenelle 1, Grenelle 2, Allure puissent être modifiées si on veut véritablement répondre à la difficulté en matière d'urbanisme. Il reste 3 minutes d'émission. On fait un dernier tour de table pour la conclusion. Valérie Bauzy, pour votre conclusion. Mais pour la conclusion, pas plus 40 secondes. 40 secondes, je vais tout simplement dire que le taux d'abstention de dimanche dernier est inacceptable. Je vais appeler les électeurs à se déplacer dimanche, parce que l'avenir de la Corse, parce que c'est l'élection la plus importante qu'il n'ait jamais connue. La collectivité de Corse regroupe toutes les compétences jamais connues. L'une des régions qui a le plus de compétences, et le pluralisme doit exister dans cette collectivité. Je serai vigilante, comme je l'ai dit, dans l'exercice de ces compétences, et dimanche, voter, voire plus grand. Jean-Charles Lansouch. Je crois tout simplement que si effectivement on veut éviter tout risque hégémonique, même si je le répète, je fais confiance à Gilles Simon pour être un démocrate et un humaniste, je crois qu'il faut assurer le pluralisme au sein de cette collectivité territoriale de Corse. Il faut s'assurer que la dimension sociale, que les questions d'emploi, les questions de logement, les questions de santé soient au cœur de nos politiques publiques. Si l'on veut cela, si l'on veut qu'il y ait des résultats en matière de précarité, alors la liste que j'ai l'honneur de présider, de porter
porter Anda Perdoman est le choix que les Corses qui se sont abstenus dimanche dernier, que ceux qui ont fait des choix autres au premier tour, aujourd'hui, s'ils veulent un vote efficace, ils doivent soutenir la liste Anda Perdoman. Jean-Martin Mandolone. Il n'est pas souhaitable que le fait majoritaire, en effet, s'exprime de façon hégémonique. Il va falloir créer les conditions pour qu'il y ait une opposition qui fasse vivre ses souhaits, son ambition pour la Corse, en matière de santé, en matière d'économie, en matière de formation. Je crois que ce sont des sujets préoccupants en matière d'eau. Il va falloir qu'on rentre dans des équipements structurants qui répondent aux vraies préoccupations des Corses. Cette opposition, il faut qu'elle soit le plus haut possible. Je souhaite me hisser, pour ma part, avec celles et ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure humaine au plus haut possible, pour pouvoir répondre à ces souffrances, à ces inquiétudes. J'en appelle donc quelque part un sursaut d'orgueil démocratique, quelque part, j'allais dire, un éveil des consciences pour celles et ceux qui veulent continuer à croire en une voie alternative, celle d'une Corse de toujours qui s'exprime dans la France éternelle, Astrada di Laban, Astrada di Lumane. C'est à vous qu'il appartient de conclure, Gilles Siméon. Moi, j'ai bien sûr pour le plus grand respect pour, je ne dirais même pas mes adversaires, mais mes concurrents qui sont ici, comme pour les autres listes qui n'ont pas franchi l'écueil du premier tour. Vous serez représentés dans la prochaine Assemblée, vous serez respectés dans vos droits et vos prérogatives. Moi, ce que je voudrais dire aux Corses, très simplement, du fond du cœur, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire ensemble une page extraordinaire de notre histoire collective. Je crois que la Corse que nous allons élaborer, façonner ensemble, c'est une Corse de l'espoir, c'est la Corse de l'innovation, c'est la Corse de l'identité, c'est la Corse du bonheur pour les générations d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Donc renforcer ce mouvement-là, donnez-nous la force, y compris de monter à Paris et de dire que ce peuple existe et que ce peuple a droit au bonheur. Eh bien, madame, messieurs, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je sais que ce fut une longue journée pour vous, entre les débats, les réunions et les meetings. La campagne n'est pas encore achevée. En tout cas, on se retrouvera dimanche soir dès 18h pour une soirée spéciale d'analyse et de réaction à l'Antaï HT, l'Intanto. Buonasera a tutti et à domani la prossima.